Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre de GRH à destination des élèves de terminale STMG. Nous allons voir donc dans ce nouveau chapitre un point important, à savoir la rémunération, et on va surtout voir donc comment traiter la rémunération par rapport notamment à la motivation des salariés. Donc le titre, la rémunération du travail et ses enjeux, autrement dit quelles vont être les conséquences liées à la rémunération du travail. Deux points que l'on va traiter majoritairement. Comment la rémunération est-elle la contrepartie de l'activité du travail? Donc là, c'est l'aspect que tout le monde connaît plus ou moins, à savoir que tout travail mérite salaire et par conséquent, à partir du moment où l'on travaille, on doit être rémunéré en contrepartie. Donc ça, c'est l'aspect rémunération-travail, on va dire l'aspect le plus logique. Deuxième point que l'on verra dans une autre vidéo, donc comment la rémunération peut-elle constituer un facteur de reconnaissance de l'individu. Ici, on va travailler sur la rémunération en tant qu'outil de motivation et on verra donc comment est-ce que l'on peut motiver un salarié par la rémunération, autrement dit par l'argent. Alors je tiens à dire une chose, c'est que l'argent est un élément de motivation, la rémunération est un élément de motivation. Néanmoins, il a été constaté dans plusieurs études que c'est une motivation qui est relativement temporaire et on estime à peu près à 6 mois la durée de validité, on va dire. Donc la durée en tout cas de motivation qui est procurée par une augmentation de salaire. Au-delà, donc les effets vont commencer à s'estomper. Alors bien entendu, les effets de la motivation par la rémunération vont s'estomper. Pour l'entreprise, l'augmentation de cette rémunération, par contre, elle va perdurer. Donc l'entreprise devra toujours payer quoi qu'il arrive. Donc même si la rémunération est bel et bien un élément de motivation, et encore faut-il qu'elle soit conséquente, c'est un élément de motivation qui est à double tranchant, négatif à long terme parce que c'est une charge financière supérieure et encore une fois parce que d'une validité, d'une durée en tout cas relativement temporaire. Pour commencer, donc on va travailler par rapport à un document, une entreprise, l'entreprise Castorama. Donc date de création 69, l'effectif, on vous dit 12 600 collaborateurs. Alors là encore une fois, on voit bien l'aspect rémunération, motivation par rapport à la collaboration. 12 600 salariés, si vous commencez à augmenter vos salariés ne serait-ce que de 1%, considérez que un salaire tourne aux alentours de, on va prendre un petit peu s'approcher du SMIC, on est à 1200. Si vous êtes à seulement 1% d'augmentation, les salariés, ça ne va pas franchement les motiver. Néanmoins, ce sera forcément 1% de 12 600 collaborateurs. Donc vous imaginez très très vite, vous mettez, si vous êtes à 1200 euros, vous mettez 12 euros de plus par salarié, et ces 12 euros, vous les multipliez par 12 600 à condition que ce soit 1%, sachant que dedans vous avez des cadres et autres avec des rémunérations plus élevées. Automatiquement, mensuellement, vous allez tomber sur du 144 000 euros, donc près de 150 000 euros minimum de plus en termes de salaire par mois. Donc un coût énorme. Donc la rémunération, vous dit, c'est la première contrepartie de l'activité de travail. Là, tout le monde en est conscient. Mais en tant que signe de reconnaissance de l'individu, elle peut aussi devenir un levier puissant de mobilisation et de motivation. Mobilisation, motivation, deux choses différentes. On va considérer que la motivation a plus un effet personnel, alors que la mobilisation, elle, aura beaucoup plus un effet collectif. Castorama en a conscience, c'est pourquoi donc l'entreprise encourage et récompense la performance de l'ensemble de ses collaborateurs et propose un package de rémunération complet équivalent à 15 mois de salaire en moyenne par an. Donc le fameux 13e mois dont on entend parler, ici on l'a dépassé, avec l'ensemble des primes, on arrive quasiment à 15 mois de salaire, donc le 15e mois. Alors bien entendu, c'est pas on arrive au mois de décembre et ensuite on vous donne 15 mois de salaire, non, non. Tout ça c'est bien géré, c'est traité au cours de l'année par différentes primes, par des avantages, etc. Donc ça on va y venir un petit peu après. Castorama serait
c'est donc, on vous dit, résoudre le difficile problème de l'individualisation et trouver un équilibre entre les composantes collectives et individuelles de la rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de rémunération individuelle et de rémunération collective. Bien entendu, chaque salarié perçoit son propre salaire. Néanmoins, les éléments de rémunération que l'on va trouver dans la feuille de paye, sur la feuille de paye du salarié, notamment en termes de primes, ces primes vont être ou individuelles ou collectives. Et donc, selon qu'elles soient individuelles ou collectives, les salaires, les salariés auront donc un montant, un revenu assez différent. Castorama, on vous dit, gère plus ou moins bien, a priori gère bien, là, ici, la notion de prime individuelle et de prime collective. Autrement dit, on a une répartition qui semble, en tout cas, correspondre à la majorité, en tout cas, des salariés. Première question, donc, comment la rémunération est-elle la contrepartie de l'activité de travail? Là, encore une fois, c'est tout simplement parce que la rémunération, elle est composée, on vous dit, d'éléments fixes et d'éléments variables, mais aussi d'éléments collectifs et d'éléments individualisés. Les éléments collectifs, donc ce sont les primes collectives, on parle d'intéressement, de participation, d'épargne salariale. Donc tout ça, ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour aider à la rémunération, pour rémunérer tout simplement les salariés. Et des primes individuelles, donc là justement la prime individuelle, les modulations personnelles et les avantages particuliers, donc ça peut être les avantages en nature, ça peut être des prêts de véhicules, ça peut être des logements de fonction, voilà, autant de choses qui là pour le coup sont vraiment individuelles, ne touchent qu'une personne. Deuxième question, donc, comment la rémunération peut-elle constituer un facteur de reconnaissance de l'individu? Là encore une fois, il va falloir jongler avec la notion de prime, d'avantage. On y viendra, quand on instaure une prime, il faut savoir que toutes les primes, pour qu'elles soient bien vécues et qu'elles fonctionnent, doivent d'abord être soumises à l'information. Concrètement, ça veut dire que si on instaure une prime, tout le personnel doit être au courant que cette prime est instaurée et surtout comment et en fonction de quoi, de quels critères on va instaurer cette prime. Donc ici on vous dit que la rémunération peut constituer un facteur de reconnaissance de l'individu, mais doit respecter un cadre réglementaire et doit être réalisé en toute transparence. Vous avez un salarié, il travaille bien, vous reconnaissez à juste titre son efficacité, sa rémunération augmente. C'est normal. D'un autre côté, on vous dit que ça doit respecter aussi un cadre réglementaire, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas donner de l'argent à un salarié, puis ne plus lui donner après, etc. Vous ne pouvez pas faire exactement comme bon vous semble. Vous avez des règles et ne serait-ce que pour certaines primes, il y a des règles à respecter. Enfin, on vous dit cette augmentation, cette rémunération doit être réalisée en toute transparence. Ça, c'est l'aspect informatif plutôt que je viens d'expliquer juste avant. On rentre dans le vif du sujet avec ici donc 2 points, une animation, une vidéo. Je vous fais voir déjà cette animation. Hop. Alors cette animation, c'est celle du gouvernement. Elle porte sur la simplification du bulletin de paye. Alors donc vous pouvez retrouver cette animation sur le net, il n'y a aucun souci. Vous voyez gouvernement.fr bulletin de paye. Le bulletin de paye, voilà comment ça fonctionne, il n'y a qu'à dérouler, vous avez un menu déroulant. Vous avez donc toute la présentation. L'idée, c'est ça. Ça, c'est un bulletin de paye tel qu'il était avant. Depuis peu de temps, les bulletins de paye ont été simplifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a toujours autant de taxes, ça ce n'est pas un problème. La seule différence, c'est que toutes ces taxes ont été regroupées de manière à permettre une meilleure lisibilité du bulletin de paye par le salarié. Ça, c'était un bulletin de paye avant. Le bulletin de paye, maintenant, le voici. Alors, excepté les couleurs, bien entendu. Mais vous voyez qu'ici, on a juste quelques lignes. Je reviens sur celui d'avant. Alors qu'avant, on avait une somme de lignes qui était colossale. Alors, bien entendu, ce sont les détails de toutes les allocations, de toutes les cotisations plutôt qui sont versées, avec généralement la base de cotisation qui n'est pas forcément la même à chaque fois. Vous avez des plafonds, des planchers, etc. Donc ça maintenant, la plupart des logiciels, une fois bien paramétré, tout ça c'est calculé automatiquement. Mais c'est pas c'est pas l'unanimité. Il y a aussi des possibilités justement que ce ne soit pas fait. Donc le bulletin de paye avant, le bulletin de paye après. Beaucoup moins de lignes. L'idée, rendre
c'est écrit ici, on simplifie, plus de lisibilité, plus de pédagogie. On veut rendre le salarié plus acteur, on va dire, de sa rémunération. On veut qu'il comprenne exactement où passe son argent, où passent ses cotisations. En l'occurrence, vous voyez, donc sécurité sociale, complémentaire santé, toutes les taxes liées donc à l'invalidité, etc., etc. Donc ça marche pour l'assurance santé. Hop, il y a juste à dérouler, vous voyez, partie allocation familiale, assurance chômage, tout est regroupé. On diminue donc le nombre de lignes qui figurent sur le bulletin de paye. Et ici, donc participation, intéressement. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est la première animation. Deuxième animation, deuxième chose, c'est une vidéo. Hop, je vais lancer la vidéo et ensuite on se retrouve juste après. Donc voilà, je la lance, on écoute, on se retrouve après. Un bulletin de paie, c'est 1 à 2 feuilles. Et ben pour une fois, j'en ai un de 5 feuilles. Et c'est justement pour lutter contre toute cette paperasse devenue trop complexe que le groupe Bosch a décidé de lancer la feuille de paie simplifiée à partir de janvier 2016. L'autre objectif, permettre aux salariés de comprendre à quoi correspondent les cotisations qu'ils payent chaque mois. C'est quand même la couverture sociale du salarié et de sa famille. C'est ses futures retraites. C'est éventuellement, s'il était en perte d'emploi, un régime chômage qui va lui assurer un revenu de remplacement. Donc il faut remettre de la vertu dans ces explications. Le groupe Solvay teste lui la feuille de paie simplifiée depuis 4 mois et le constat est sans appel. Dans la partie des charges, avant il y avait plein de chiffres, donc on avait les bases et les taux et du coup on avait du mal à voir les montants pour le salarié. Et du coup dans le nouveau, on n'a plus que la colonne pour le montant des salariés, donc on voit tout de suite combien on a cotisé au niveau des charges. Et finalement, c'est surtout la lisibilité de cette feuille de paie qui est appréciée. Avant, on savait combien on payait, mais on ne savait pas de manière simplifiée, très claire, très évidente, la part prise par les différents régimes sociaux dans ces contributions personnelles. Et ça, je crois que c'est très important. Mais la majorité des salariés devra encore patienter. Le bulletin de salaire simplifié ne sera généralisé qu'à partir de janvier 2017. Voilà, donc on vous le dit, janvier 2017 pour la simplification, donc c'est acté maintenant, c'est rentré dans les mœurs, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes maintenant sur un bulletin de paye simplifié. Deux questions. Première question vous demande d'identifier les niveaux du cadre réglementaire de la rémunération de Monsieur X. Alors, identifier les niveaux du cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, je vous rappelle, ce sont toutes les sources juridiques. Donc, la rémunération va obéir à plusieurs sources juridiques et donc à plusieurs niveaux. Ici, on va distinguer 3 niveaux. Premier niveau, le niveau au niveau du droit, on parlera donc du droit du travail et du droit de la sécurité sociale avec tous les articles qui les composent. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. On verra donc comme réponse à la deuxième question les éléments de rémunération de Monsieur X qui sont concernés par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Un deuxième niveau réglementaire, il s'agit ici des conventions collectives. On parle de classification des emplois, de grille des qualifications et des salaires. Donc la convention collective, je vous rappelle, c'est un accord qui est conclu entre différentes entreprises d'un même secteur pour réglementer donc certains principes. En l'occurrence ici, nous on s'attachera aux principes liés à la rémunération. Enfin, un troisième niveau de réglementation, il s'agit tout simplement du contrat de travail qui peut faire intervenir justement ces fameuses primes dont on avait parlé tout à l'heure. Quels sont donc les éléments de rémunération qui sont touchés par ces 3 niveaux concernant le droit du travail et le droit de la sécurité sociale? Ici donc sont intéressés ce que l'on appelle les éléments obligatoires du bulletin de salaire, à savoir donc les intitulés des différentes rubriques, c'est ce que l'on a vu y compris sur le bulletin simplifié, le montant des cotisations, donc la base imposable avec le calcul, et quelques remarques comme ça, donc tout ce qui touche au droit du travail d'un côté et au droit de la sécurité sociale de l'autre. Au niveau inférieur, on parlera donc de convention collective. La convention collective, on reprend le cas de Castorama. Ici, donc, on vous parle de la définition de l'emploi. L'emploi est en l'occurrence ici donc chef de magasin. La catégorie de l'emploi, un agent de maîtrise non cadre, et le niveau, ici 4e degré. Et enfin, un coefficient. Alors tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre d'établir la rémunération du salarié. Enfin, on vous parle aussi de salaire minimum conventionnel de base. Le droit du travail va déterminer le SMIC
la convention collective, elle, déterminera un salaire minimum qui sera au moins égal au SMIC, mais qui peut être supérieur au SMIC, et un salaire qui va être appliqué par toute la branche. Enfin, le contrat de travail. Ce contrat de travail va en plus ajouter, toujours de manière réglementaire, va ajouter donc d'autres éléments de rémunération. Il s'agit en l'occurrence ici de la prime été, de la prime plus, du bonus de performance. Alors où est-ce que je suis allé chercher toutes ces informations? Tout simplement dans des annexes. J'aurais pu vous faire voir les annexes juste avant. Ces annexes, les voici. Vous avez donc une première annexe, un bulletin de salaire simplifié, où on retrouve donc les différentes rubriques, donc les différentes cotisations ici, donc l'assurance santé, accident, etc. Donc ça c'est déterminé par le droit du travail, avec le montant justement des cotisations. Ensuite, la convention collective où on a une désignation de l'emploi, donc c'est toute cette partie-là. Ici, donc, on a par exemple l'emploi de chef de magasin, le coefficient, le statut, donc agent de maîtrise. Donc ça, c'est défini par la convention collective. Et enfin, le dernier niveau réglementaire, il s'agissait du contrat de travail. Et ce contrat de travail faisait appel aux avantages propres de l'entreprise. En l'occurrence, ici, on parlera de la prime été. J'avais parlé éventuellement de bonus, enfin voilà, tout ce qui est propre cette fois à l'entreprise. Donc ici vous avez donc l'ensemble, une partie en tout cas des éléments de rémunération qui peuvent être alloués à un salarié. Ici vous avez donc un élément du contrat de travail, le troisième niveau réglementaire. Sur ce contrat de travail est spécifié, et donc c'est beaucoup plus facile ensuite de trouver quels sont les éléments de rémunération qui sont traités par le contrat de travail. Dans ces articles, donc, on voit la constitution du montant finalement du salaire qui va être perçu par le salarié. La prime de vacances que l'on voit ici, donc la prime été, la prime de fin d'année, ce qu'ils appellent ici donc la prime plus, avec les modes de calcul à chaque fois, et le bonus de performance. Voilà, ici donc on a l'ensemble des éléments de rémunération. Pour notre cas, il y en a d'autres bien entendu, mais c'est l'ensemble des éléments qui nous intéressent. Question 3, on vous demande d'indiquer dans quel cadre réglementaire se déroulent les NAO. Alors NAO, qu'est-ce que c'est? Là encore une fois, petite annexe. Alors la NAO, ça signifie négociation annuelle obligatoire. Donc la question c'était d'indiquer dans quel cadre réglementaire se déroulent ces négociations annuelles obligatoires. Donc ici vous avez un extrait de cette négociation annuelle. Vous voyez donc les personnes qui sont concernées par cette négociation, donc en l'occurrence la société Castorama d'un côté, les organisations syndicales de l'autre, et les éléments, c'est un extrait ici, les éléments qui ont été évoqués, donc garantie de rémunération, récompense de l'engagement. On parle des augmentations, par exemple augmentation générale de 0,5% du salaire mensuel à compter du 1er mars 2016, etc. Voilà, donc ça ce sont des négociations qui sont réalisées annuellement et qui vont déterminer les progressions salariales, les enjeux salariaux en tout cas des salariés de l'entreprise. Je reviens sur le diaporama, donc indiquer dans quel cadre réglementaire se déroulent les négociations annuelles obligatoires. Tout simplement dans le cadre du dialogue social de l'entreprise, donc le dialogue social, à savoir tout ce qui est communication entre d'une part l'entreprise et d'autre part les instances représentatives du personnel. Vous voyez souvent sous le sigle en tout cas d'IRP, donc instance représentative du personnel, donc généralement les syndicats, ça peut être aussi d'autres partenaires. On dit chaque année, l'employeur va engager une négociation annuelle obligatoire qui va porter sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Voilà. Ce sont des points qui vont être évoqués, qui vont être étudiés, qui peuvent être remis au goût du jour, actualisés. La suite. On vous demande de repérer les composantes de la rémunération de Monsieur X et les liens de chacune de ces composantes avec la négociation annuelle obligatoire. Alors, moi je vous donne les réponses, je pourrais revenir sur le salaire, la grille
la grille de salaire, en l'occurrence je vous la remets, hein, quand même. On n'est pas sur les négociations, voilà. Il s'agit ici de ce document. Donc à partir de ce document, donc quelles sont les composantes de la rémunération en lien avec la NAO. Donc la NAO, c'est ce qui a été évoqué ici. Alors pour répondre à la question, on va voir d'une part le salaire de base, on aura ce que l'on appelle les modulations, donc tout ce qui est augmentation des salaires, les différentes primes, donc prime été, bonus de performance et bonus d'ancienneté, ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le salaire que j'avais mis en avant, et des avantages particuliers, notamment donc tout ce qui est mutuelle et prévoyance, sachant que maintenant les entreprises ont l'obligation de proposer une mutuelle à leurs salariés. Quelle est l'incidence de ces mesures donc liées à la composante de la rémunération? Pour le salaire de base, donc la NAO va avoir pour conséquence une augmentation générale des salaires, pour 2016 en l'occurrence 0,5%, c'est ce que j'avais démontré juste avant, et une revalorisation de la grille des salaires. Donc tout ça, encore une fois, c'est dans le document, il n'y a qu'à relever. Donc là, pour vous, ce ne sont que des éléments à prendre en considération. Concernant donc les différentes modulations de salaire, on vous dit que dans l'annexe, il y a une enveloppe globale qui est à distribuer sur décision du manager. C'est assez flou, mais ça reste un élément de rémunération quand même. Ensuite, concernant les primes, pas d'incidence, on vous dit, sur la prime été et sur le bonus de performance, ça reste inchangé. Par contre, une augmentation pour prime plus, on vous dit indexé sur les salaires, et la prime d'ancienneté qui est de 2% du salaire. Donc voilà, ça ce sont les petits changements. Pour les autres primes, prime été, bonus de performance, pas de changement. Donc ça c'est vraiment le résultat des négociations pour l'année en cours. Enfin les avantages particuliers, là encore une fois rien n'a été touché, on reste sur un statu quo. Maintenant le salaire de base, est-ce que c'est quelque chose qui va s'appliquer de manière collective ou individuelle? Est-ce que les incidences, en tout cas des mesures de la NAO, vont avoir un effet collectif ou un effet individuel? Bien entendu, ici, nous traitons du salaire de base, donc automatiquement, il y aura un aspect collectif en ligne de compte. Concernant donc les modulations, on vous parle d'une enveloppe globale à distribuer sur décision du manager. Si c'est sur décision du manager, ça veut dire que ce n'est pas global. Donc là, ce sera en fonction de la personne, donc ce sera bel et bien une application individuelle. Concernant les primes, alors ici on a une prime été, une prime de performance et on a des primes d'ancienneté. En fait, on a un peu de tout. Et le fait d'avoir un peu de tout, on a une partie qui sera collective et on aura une partie individuelle. Les primes collectives, ce sont par exemple la prime été, vu que c'est une prime de vacances, elle est attribuée de manière collective à l'ensemble des salariés, alors que les primes de performance, ou surtout la prime plus, les primes d'ancienneté, ça ce sont des primes individuelles, même si le calcul est déjà désigné par avance. Concernant les avantages particuliers, donc on parle de mutuelle, de prévoyance, mais aussi d'autres avantages. La mutuelle, ça c'est quelque chose qui est proposé à l'ensemble des salariés, ce sera collectif. Les avantages particuliers, ça peut être des prêts de véhicules, des choses de ce genre. Alors, en l'occurrence, ce sera individuel. Par conséquent, on aura une application qui sera à la fois collective et individuelle. Deuxième question, enfin question 6. On vous demande donc à partir des différents documents que l'on a vus, d'analyser, donc de vos premières analyses, de repérer plutôt les éléments de la rémunération individuelle, les éléments de la rémunération collective, et ensuite de procéder à leur classement. Alors, les éléments de rémunération individuelle et collective, ici on va commencer par le bulletin de salaire. Donc vous avez des éléments de rémunération individualisés. On vous demande donc par le bulletin de salaire quel est le lien avec ces différents éléments de rémunération. Donc vous avez d'abord les primes, en l'occurrence on parle de primes d'ancienneté, de primes d'été. Les modulations personnelles, donc ça correspond au salaire de base. La modulation ce sera par rapport au salaire de base. Et les avantages particuliers, ici on parle de tickets restaurant. Enfin, en parlant d'éléments de rémunération collective, toujours en lien donc avec le bulletin de salaire, ici on parlera de la mutuelle, on retrouvera la mutuelle santé et prévoyance.
Maintenant, concernant un autre document, donc concernant le contrat de travail, quels sont les éléments de rémunération individuelle concernés par le contrat de travail? On aura ici des bonus performance, et c'est tout. Seul le bonus performance va être lié au contrat de travail. La négociation annuelle obligatoire, on l'a vu ensemble, elle n'aura d'effet que pour une augmentation, c'est la fameuse enveloppe, que pour une augmentation individualisée de la part des managers. Donc là encore une fois, ce sera une modulation personnelle du salaire. Quant à la partie collective ici, donc on aura une augmentation générale avec une revalorisation de la grille salariale, c'est la fameuse augmentation de 2%. Enfin, sur site, le recrutement, Castorama, quels sont donc les éléments de rémunération? En fait, quand vous êtes recruté, on vous parle de l'épargne salariale, on vous parle des tickets restaurants, des remises que vous aurez sur les différents produits de la marque, des participations aux frais de transport qui peuvent être engagés. Donc tout ça, c'est propre à l'individu, encore une fois. Donc ce sont bel et bien des éléments de rémunération liés cette fois au site. Je pense notamment aux frais de transport. Et enfin, donc, comme élément de rémunération collectif, on trouvera donc tout ce qui est participation, intéressement, épargne. Donc tout ça, ce sont des... On parle de PERCO. Ce sont des éléments en fait qui vont permettre de rémunérer collectivement les salariés. Et tout ça par rapport au site sur lequel ils travaillent. Donc, ce qui paraît un peu logique, hein. Vous n'avez pas forcément les mêmes avantages d'un site à l'autre parce que vous ne travaillez pas forcément non plus de la même manière. Castorama, c'est une entreprise où on vend du matériel de bricolage. C'est aussi une entreprise où on a un aspect financier, on a un aspect managérial. Il n'y a pas que des vendeurs de matériaux. Donc on a plusieurs sites, et donc par conséquent on travaille différemment les rémunérations sur ces différents sites parce qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctions, tout simplement. Question suivante. Donc question 7, on vous demande de comparer la part des éléments individualisés et la part des éléments collectifs dans la rémunération globale des salariés de Castorama. Pour cela, donc, un document qui va nous aider à répondre. Hop. Celui-ci, donc, ma rémunération annuelle chez Castorama. Je vous laisse quelques secondes pour le lire et on revient juste après. Voilà, vous avez eu le temps de lire le document. Retour au questionnaire. Comparez donc les éléments individualisés à la part des éléments collectifs. Ici, y a-t-il plus d'éléments salariaux individualisés que d'éléments collectifs? Là, c'est la part de ces fameux éléments individuels, oui, qui est supérieure à la part des éléments collectifs. La rémunération, c'est une chose, vous avez une rémunération de base, vous avez une rémunération collective et vous avez une rémunération individuelle. Maintenant, la part entre ces deux variantes va être fonction plutôt de l'entreprise. On peut très bien attribuer des éléments collectifs de rémunération en majorité plutôt que des éléments individuels. On verra aussi juste après donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de rémunération, de ce type d'élément, qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel. On poursuit. À partir des documents 5 et 6, on vous demande donc d'identifier les intérêts et les limites d'une rémunération individualisée pour l'entreprise. Alors, les documents plutôt 5 et 6, les voici. Donc, vous allez avoir le document 5. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance. Ensuite, je déroule le document 6. Vous avez pris connaissance du document 5, sinon vous n'avez pas fini, vous mettez en pause. Document 6. Là encore une fois, vous pouvez mettre en pause et on reprend juste après avec le questionnement. Voilà, vous avez eu connaissance donc des deux documents.
Maintenant, donc, on répond à la question, quels sont les intérêts et les limites d'une rémunération individualisée? Donc, imaginez que vous payez vos salariés par rapport à leur individualisation, donc par rapport à leur mérite, avec tous les principes de primes individuelles que vous pouvez connaître. Quels sont les intérêts? Alors, ces intérêts, les voici. Premier intérêt, améliorer la motivation des collaborateurs, atteindre des objectifs à court terme, améliorer la cohésion et le travail d'équipe. Alors, j'explique un petit peu, donc cette rémunération individualisée, ces primes individuelles vont naturellement améliorer la motivation, c'est ce que je disais en temps d'introduction. Vous payez davantage un salarié, ça va le motiver. Les effets vont être limités, certes, mais ça va forcément le motiver. On ne nie pas que l'augmentation salariale est un élément de motivation. Deuxième intérêt de cette rémunération individualisée, atteindre plus rapidement, efficacement, durablement des objectifs stratégiques, comme par exemple la conquête de nouveaux marchés. Vous avez donc pour une entreprise un objectif, vous avez besoin que vos salariés soient vraiment impliqués dans cet objectif, vous les motivez, et pour les motiver, la rémunération va être un facteur qui va justement accroître leur intérêt pour l'entreprise. Enfin, troisième élément, on vous parle d'éléments d'analyse issus de l'enquête. Alors ça, c'est l'enquête qui était jointe à la diapositive précédente. Vous voyez ici, alors je vais voir si je peux vous afficher cette enquête. Voilà, donc baromètre rémunération. Alors je peux pas vous la détailler ici, il vaut mieux que vous alliez la consulter hors vidéo. Vous voyez, on vous parle donc de l'ensemble des rémunérations. Vous avez vraiment une enquête ici qui est très très complète. Vous voyez, alors, ce sont les... Voilà, je vais juste prendre juste un exemple. Ici, par exemple, faciliter la mise en œuvre de la stratégie, c'est un petit peu ce que l'on voyait sur la question précédente. Vous voyez, vous avez des chiffres ici, par exemple, on vous dit que pour 21%, la rémunération n'est pas un enjeu. 24% pensent que c'est très important et que c'est pas important du tout, en tout cas, pour 12%. Donc voilà. À vous de lire le document. Vous avez énormément, vous voyez, les entreprises interrogées pensent que leur politique de rémunération variable actuelle leur permet. Et voilà, vous avez ici donc toutes les statistiques. Vous avez donc tout ce qui concerne l'épargne salariale, etc. Vous avez énormément d'informations sur ce site, c'est pour ça que je n'y reviens pas, hein. Vous irez le consulter en externe. Vous avez l'adresse ici, donc lessalaires.com, donc les-salaires.com, et ensuite vous avez enquête rémunération. Je reviens à l'exercice, donc les intérêts, on l'a fait. Quelles sont maintenant les limites? Parce que payer des salariés, individualiser la rémunération, c'est bien. Mais si c'était la panacée, on n'aurait pas de problème, tout le monde l'aurait fait. Il y a des limites. Première limite, on vous dit les dispositifs doivent évoluer régulièrement, voire être modifiés en profondeur pour s'adapter à la réalité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation que vous allez apporter à vos salariés, vous devez pouvoir la modifier en fonction des besoins de l'entreprise. Si c'est juste donner de l'argent pour en donner plus, il n'y a aucun intérêt, l'entreprise n'a aucun besoin à ce niveau-là. Là encore une fois, vous travaillez sur de l'humain, certes, mais vous devez avoir pour objectif quand même que la rentabilité de l'entreprise, c'est votre leitmotiv. Deuxième limite, le système doit être défini, on vous dit, concomitamment à la stratégie pour en constituer un levier. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez une rémunération individualisée, des primes que vous allez mettre en place, ne les mettez pas comme ça parce que vous avez envie de les mettre. Vous devez vraiment mettre des primes en fonction d'un intérêt réel de l'entreprise. Que ce soit par exemple, on l'a vu sur l'enquête, que ce soit pour aller ouvrir de nouveaux marchés, que ce soit pour participer à l'expansion de l'entreprise, à l'extension de l'entreprise, à des enquêtes, etc. Chaque prime doit être lié à un objectif précis, lié encore une fois à la stratégie de l'entreprise. Sinon, là encore une fois, attribuer une prime juste pour donner de l'argent, ça n'a rien de motivant, c'est juste une perte financière pour l'entreprise. Je suis conscient, les salariés aiment bien être payés, ça c'est évident. Néanmoins, vous gérez quand même l'entreprise par l'intermédiaire des ressources humaines. Vous devez avoir en tête que financièrement, sinon ça va être un gouffre.
Enfin, troisième limite qui est évoquée ici, on parle de difficultés de management des équipes qui peuvent apparaître. Alors, encore une fois, lié à la rémunération, on vous parle donc d'individualisme, de compétition entre collaborateurs, de problèmes de communication, de perte de sens du travail et de moyens de pression. De quoi parle-t-on? Justement, c'est individuel, vous donnez une augmentation à un salarié, vous donnez une augmentation à un deuxième salarié. Si cette augmentation ne correspond pas à quelque chose de fiable, ou si l'augmentation du premier est supérieure à celle du second, voilà, vous pouvez engendrer une concurrence. Alors bien entendu, vous pouvez jouer sur ces primes pour dynamiser les salariés, pour essayer d'accroître, de mettre un petit peu de concurrence et d'accroître finalement leur envie de travailler. D'un autre côté, si cette augmentation est très très mal placée, si l'information n'est pas positionnée correctement, s'il n'y a pas un même pied d'égalité, une même facilité d'accès à ces primes, ça va être, on va dire, compris comme du favoritisme, et vous allez cette fois faire apparaître des tensions entre les salariés. La compétition entre les collaborateurs, c'est bien à condition que ce soit une saine compétition. À partir du moment où les collaborateurs commencent à se, faut excuser l'expression, mais à se tirer dans les pattes, là on a affaire à quelque chose de totalement destructeur. Donc là, à vous de voir un petit peu comment gérer les conflits, c'est un autre chapitre. Ici, la rémunération, la limite en tout cas de cette rémunération individualisée, elle est là. La naissance d'une compétition entre collaborateurs qui ne doit pas être une compétition qui va déboucher à terme sur des conflits. Il faut vraiment que ce soit dans une envie de travailler, une saine compétition. Voilà, vous avez gagné un challenge, vous avez le droit à une augmentation peut-être moindre, mais c'est ce petit truc qui va faire que vous aurez travaillé pour gagner, vous aurez eu cette place, vous aurez eu cette reconnaissance en tout cas de votre supérieur. Donc voilà concernant les intérêts et les limites de la rémunération. On va s'arrêter là donc pour cette première vidéo sur la contrepartie de l'activité du travail. On se retrouve dans une prochaine vidéo, encore une fois pour étudier la rémunération, mais cette fois comme un facteur de reconnaissance de l'individu. Voilà, je vous remercie, à bientôt.